Bonjour à tous. Merci à toi, une fois de plus, Emmanuel, de me donner l'occasion de vous emmener avec moi à ma consultation mémoire de psychiatre du sujet de terrain que je suis depuis plus de 25 ans dans un grand hôpital de l'assistance publique, hôpitaux de Paris, en banlieue parisienne. Alors, ce que je vais vous raconter, c'est vraiment ma pratique du quotidien. Voilà, vous venez avec moi et vous voyez ce qui se passe. Bonjour docteur. Je vous amène maman. Elle a l'Alzheimer. Elle fait plus rien, elle ne me reconnaît pas, elle fugue. Nous sommes très inquiets. Raccompagnant la fille dans la salle d'attente en lui donnant une brochure « Comment faire avec votre parent Alzheimer », je poursuis l'examen et l'exploration des fonctions cognitives de sa maman, très âgée, 92 ans, effectivement bien fragile et déjà engagée dans un processus démentiel sévère. Appelant de nouveau sa fille pour une synthèse de mes observations et une mise en perspective de la prise en charge, celle-ci arrive en brandissant la brochure et en me disant effondrée « Mais ne me dites pas qu'elle a ça !» Que s'est-il donc passé dans cette salle d'attente? C'est le temps passé dans les salles d'attente qui fait des malades des patients ou des familles des malades d'inquiétude. Que se noue-t-il dans la salle d'attente lors de la consultation d'annonce? Entre incertitude, espoir, colère, crainte, déni, impatience, déjà la petite musique de l'inquiétude se fait entendre. Quel mot pour dire l'indicible du côté du médecin qui attend de l'autre côté de la porte? Et quelles questions poser et se poser pour le patient et l'aidant? Comment trouver la juste distance entre toucher et tact, entre l'apparente douceur de l'implicite, on ne nomme pas vraiment les choses, on dit dans l'à peu près, et le cruel de l'explicite? L'attente est double, et la porte vient signifier le rôle de chacun. Le secret du cabinet du médecin, qui est supposé savoir, et de l'autre, les crises et les chuchotements des patients et des familles, dont l'attente est dilatée dans l'angoisse d'une révélation de quelque chose qu'ils ne sont pas prêts encore à entendre. Ne me dites pas qu'elle a ça. Que se passe-t-il de l'autre côté de la porte du bureau du médecin qui doit annoncer une maladie qu'il sait lentement asymptotique vers une mort physique, cognitive, psychique, sociale, qu'il ne sait ni guérir, ni diagnostiquer de façon certaine, et l'on sait, comme le disait Albert Camus, combien mal nommer les choses est ajouter du malheur au monde. Dans quelle temporalité s'inscrit cette double attente? Celle du médecin qui sait qu'il ne sait rien ou presque rien, celle du patient qui sait ce qu'il ressent et qui attend du médecin qu'il apaise ses incertitudes. Mais tout d'abord, il nous faudra définir cette attente. Quelle est-elle? L'attente, c'est cet état de tension où le présent est occulté, occupé entre désir de savoir et crainte de savoir. Attendre, c'est naviguer, c'est tirer des bords entre l'immobilité et l'espoir. Immobilité du patient qui vit dans l'ici et le maintenant, qui ne demande qu'une seule chose, c'est de rentrer à la maison avec la dame qui l'a amené ici. La dame, c'est sa fille. Espoir de la fille qui vient avec son diagnostic, ses attentes, qu'on fasse quelque chose pour sa maman, mais aussi qui espère s'être trompée. Et si c'était juste normal de me perdre la tête en vieillissant? Et si c'était un coup de déprime, ou un dérèglement du cœur, ou un cerveau mal oxygéné? Dans la salle d'attente, d'autres partagent ses doutes, ses craintes, ses espoirs. Et je l'entends dire à sa voisine « Vous, c'est Alzheimer aussi ?» Et l'autre de répondre « Ah non, moi, heureusement, c'est pas Alzheimer, c'est une démence sénile. » Ce qui caractérise l'attente, c'est cette tension vers l'avenir incertain qui accompagne souvent soit d'une indifférence, soit d'un mépris irrité pour le présent. Et pour le philosophe Nicolas Grimaldi, l'attente est manière de s'expatrier du présent en le disqualifiant. Parce que le propre de l'attente, c'est d'être uniquement attentive à ce qu'elle cherche et jamais à ce qu'elle trouve. Parce que le présent est par définition vide de ce qu'on attend. L'attente le considère généralement comme aussi peu que rien. Aussi, celui qui attend se montre-t-il généralement terriblement injuste à l'endroit du présent. Sénèque ne dit pas autre chose en soulignant que le plus grand obstacle à la vie est l'attente, qui espère demain et néglige aujourd'hui.
pour Éric Fiat, que vous allez avoir le bonheur d'entendre demain, parce qu'il sait que ce qu'il cherche ne s'y trouve pas, le présent le plus riche lui apparaît comme la pauvreté même, et le temps qui le sépare de l'arrivée de ce qu'il attend n'a pour lui que la morne et agaçante consistance d'un délai, le délai de la consultation, d'une consultation à l'autre. L'attend est un temps qui peut se dilater dans l'ennui, se déchirer dans la colère, se vivre dans la tension et l'injustice, se rabougrir dans la solitude de l'anxiété, se combler dans l'insignifiante apparence du bavardage. Tout autre est l'attente de la consultation de suivi, où là, comme les deux petites notes liquides qui viennent nous ravir dans le 4e mouvement de l'Adagietto de la 5e symphonie de Mahler, notre attente est tendue vers ce moment devenu familier, que nous savons porteur de joie et d'apaisement. Ces rendez-vous-là, bien que prévus de longue date, sont attendus dans la relative légèreté du partage, dans un territoire qui est connu et moins redouté, dans une temporalité et un rythme qui permettent l'apaisement et de voir ainsi s'écouler les saisons inscrites dans la construction du projet de vie ensemble. Il nous faudra donc, à nous médecins, à nous soignants, apprendre à distinguer entre attendre quelque chose ou quelqu'un et s'attendre à, pour, comme le disait Heidegger, attendre ce que je n'attends pas. Dès lors, le médecin va s'attacher à ne s'attendre à rien, en écoutant attentivement l'autre, les autres, le patient et sa famille, car s'attendre à quelque chose reviendrait dans ce cas à anticiper, à préjuger de ce qu'il va dire, et donc, au lieu d'être le plus ouvert possible, de l'enfermer dans ce que l'on croit savoir sur lui, de ne plus se laisser étonner, de dénier à autrui la profondeur de son mystère existentiel abyssal, qu'il est aussi pour lui-même, puisqu'il dit toujours autre chose que ce qu'il avait l'intention de dire. Car si l'on regarde un homme au fond de ses yeux, si on l'écoute au fond de ses paroles, on y voit toute la nuit du monde, et ses doutes, ses craintes, ses clairs-obscurs, ses espoirs ne sont jamais des désespoirs, puisque nous les partageons. Je vous remercie.